Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on va regarder ensemble les cartes communes et peu communes de l'extension Innistrad Chasse de Minuit pour le Duel Commander. Avant de parler du top de l'extension, je voulais vous annoncer que la chaîne organise pour ses 5 ans d'existence un live de 24 heures qui se déroulera début octobre avec plein de lots tout au long du stream. Le planning arrivera fin septembre, mais attendez-vous à du très lourd sur la programmation et sur les dotations que vous pourrez espérer obtenir. Avec Belgarion et Doku, on souhaitait faire quelque chose d'assez gros pour vous remercier tous et toutes de nous suivre et de soutenir la chaîne. Que ce soit sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, venir discuter avec nous sur le Discord pour parler du Commander en général, mais aussi bien sûr en vous abonnant à la chaîne YouTube et Twitch. On s'est dit qu'il fallait marquer le coup cette année et c'est pourquoi l'idée d'un live de 24 heures est venue d'elle-même. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre nos différentes plateformes pour suivre nos annonces, nos lives et nos vidéos. Ça ne peut que nous motiver davantage pour vous proposer toujours plus de contenu sur le Commander dans le futur. Passons maintenant au top, et pour commencer, on va parler un peu de l'extension. S'il fallait mettre Innistrad Chasse de Minuit sur une échelle de puissance, en partant du plus bas avec Strixhaven à 1 et du plus haut avec Eldraine à 10 et Modern Horizon 2 à 15, tellement la puissance des cartes est stupide et a bouleversé le Duel Commander depuis quelques mois déjà, eh bien nous serions avec Innistrad sur quelque chose comme 5-6, soit une extension un peu moins forte que Kaldheim, que je situerais à 7. Les cartes sont très intéressantes, rien de dégénéré à l'horizon comme on a pu le voir avec Eldraine. On a donc une extension équilibrée, avec des mécaniques très faires et qui ne semblent poser aucun problème au format à vue de nez. Les communes Enco sont très puissantes, je mets de côté pour la vidéo Scruter et S'amuser avec le feu, qui sont de strict upgrade à option et choc. Scruter qui rentre dans tous les bons jeux base bleue utilisant le cimetière comme caisse, ou S'amuser avec le feu qui sera purement un remplaçant de tous les chocs présents dans les packs. Comme pour Modern Horizon 2 et Strixhaven, si vous souhaitez vous procurer des boîtes ou drafter l'extension, je vous encourage à aller voir la petite vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran et qui récapitule le contenu des boosters ainsi que la plupart des produits que Wizards sortira pour Innistrad. Passons maintenant aux cartes notables de l'extension. Comme d'habitude, je vais essayer de ne parler que des cartes les plus versatiles de l'extension, mais il se peut que je m'arrête sur des cas spécifiques. Je commence avec le blanc, avec Commando Cathar et Festivité du Couchant. Cities et les jeux Enchantement commencent à être très présents en Duel Commander. La deck tech de Oni sur le général et sa victoire sur notre tournoi d'août montrent que le pack est très dangereux et très difficile pour beaucoup de decks de tourner autour car la mécanique Enchantement n'a pour ainsi dire jamais perfait auparavant, ou du moins pas sous cette forme. Le Commando Cathar donne ainsi au jeu blanc aggro une arme supplémentaire contre ce genre de pack. La carte est très loin d'être nulle car c'est une 3-1 pour 2, un body tout à fait respectable dans le format. Festivité du Couchant ne trouvera pas forcément de maison partout, mais le culot de cette carte est incroyable. Pour 2, pouvoir remonter la pente des PV, mettre 2 bloqueurs et piocher une carte, c'est complètement abusé. Alors oui, la carte n'activera pas forcément les 3 modes à chaque fois, mais elle procure un mini CA assez impressionnant. Certains decks jouaient renfort qui tombe à pic, je pense qu'ils pourront remplacer la carte par cette nouvelle, qui bien que les effets sont amoindris, on y gagne sur le coût de mana qui lui aussi a diminué par rapport à renfort qui tombe à pic. On passe au bleu avec Regard Fantasmagorique. Petite carte qui peut se rejouer en flashback, pour un coût très modique également. La carte trouvera naturellement sa place dans Octavia pour accélérer l'arrivée du général. Elle permet également de filtrer le dessus de notre bibliothèque pour nous donner par exemple du mana et moins de sorts chers à piocher, et inversement quand la partie sera un peu plus avancée. La carte a vraiment un beau potentiel dans les jeux utilisant régulièrement les ressources de leur cimetière. Pas grand chose dans le noir également, je retiens la carte Retrouvailles pourries, qui sonne un peu bizarre traduit comme ça alors que le sort n'est absolument pas nul. Pareil, on privilégie les sorts qui font plusieurs choses et celui-ci n'échappe pas à la règle. On a là encore un sort qui peut se rejouer du cimetière et qui peut également poser 2 créatures pour attaquer et finir l'adversaire. Ça rappelle un peu la Sagromancie, une vieille carte jouée au tout début car c'était une des rares cartes à poser une créature noire potable pour au tour 1. Aujourd'hui on a Retrouvailles pourries, qui bien qu'ayant le défaut de proposer des créatures qui ne bloquent pas, vous pourrez retirer du cimetière adverse les bonnes cartes que celui-ci a cru bon de vouloir mettre de côté pour un moment plus opportun. On continue avec le rouge et les bonnes cartes reviennent. Je retiens Vol de Vitalité, Bûcher Funéraire Cathartique et Canaliseuse de Flamme. Vol de Vitalité car c'est un sort de combat que j'affectionne car il est ultra polyvalent. Il permet à notre créature d'atteindre l'adversaire sur une phase de bloc ou alors au contraire nous permet de nous protéger tout en éliminant potentiellement une créature adverse sur notre phase de bloc. Bûcher Funéraire Cathartique parce que là encore on a un sort modal et que c'est trop bien de pouvoir choisir 2 options lors d'un match. On pense à Dareti ou même Croxa qui seront ravis de jouer cette carte qui leur permet soit de gérer une créature, soit de looter 2 cartes et d'ainsi remplir leur cimetière abondamment. On pense tout de suite à Fissuration en regardant cette carte. Peut-être que suivant les maisons, il est possible que l'on préfère le bûcher qui loot à la Fissuration qui casse un artefact. Canaliseuse de Flamme est juste fantastique. Burn a du mal à repartir une fois sa main vidée et c'est pour ça qu'on voit très peu de jeux axés sur cet archétype.
Catalyseuse permettra à ces jeux d'avoir potentiellement un bon body de défense et d'attaque, plus la capacité à jouer régulièrement des cartes du dessus de notre bibliothèque. On avait d'autres sorts comme ça avant, mais le coût de mana de ces cartes se situe généralement autour de 4, ce qui est trop pour ces jeux dépendants de leur mana, et qui des fois ne vont jamais jusqu'à 4 dans une manche. Canaliseuse ne coûte que 2 et pourra se transformer très rapidement, ce qui me semble être un staple dans l'archétype. En vert, on retrouve le tapotement à la fenêtre et la libératrice de l'horizon. Rien de fou pour cette couleur qu'elle n'a pas déjà, mais les deux cartes peuvent rentrer dans des jeux en duel. Tapotement à la fenêtre sera très bien dans Ogak, ou même Grist, qui commence à pointer le bout de son nez. Libératrice est une nouvelle carte pour ceux qui ont besoin de casser des artefacts ou des enchantements régulièrement. La carte est très polyvalente car si la pression est trop forte, on pourra craquer la carte pour détruire ce qu'on veut, ou alors on attend sa version loup-garou et là on se fera bien plaisir. Gros bonus, elle garde également ses capacités de sacrifice sur sa face verso, donc au besoin on pourra casser 2 permanents dans le même tour. Pour le multicolore, ils ont vraiment pondu des trucs très jolis, mais le duel est plus strict que le multijoueur. Je retiens la vampire mondaine et la cavalière de l'aurore. La vampire est très forte dans un jeu tribal qui pour le moment ne voit pas le jour depuis le ban de Markov, mais si jamais un deck solide venait à exister, la vampire serait auto-in dedans. La cavalière est très solide dans les jeux rouge-blanc agressifs. Elle a le mauvais goût de coûter autant que Tajik, mais sa capacité fait qu'on lui préférera une arrivée plus tardive pour déclencher plus facilement les marqueurs, et le fait qu'elle ait la célérité n'en fera pas un top deck si moche. Enfin pour les artefacts, je prends la clé d'argent de la lune. Artefact pour 2 qui nous permettra d'aller tutoriser un artefact à mana pour fixer notre base de mana, ou pour Kinan une des pièces de sa combo pour gagner. Notons également qu'elle peut aller chercher des terrains comme la salle au trésor ou tout autre terrain artefact que l'on jouerait. Voilà, c'est tout pour ce top. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis de découvrir des cartes de l'extension pour vos decks présents ou futurs. N'hésitez pas à venir en commentaire pour discuter de ce top ou de parler d'autres cartes que je n'aurais pas citées ici. Moi je vous retrouve dans quelques jours pour parler du prochain top qui sera consacré aux cartes rares et mythiques de l'extension. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye!